Bonjour, bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous. C'est le monde en 7 de ce samedi 21 décembre 2019. Nous allons faire le tour d'horizon de 4 sujets. Nous serons sur le continent, au Soudan, pour parler de la révolution soudanaise qui a 1 an. Nous verrons les leçons qu'il y a à en tirer. Nous irons ensuite en République démocratique du Congo, près de 4 milliards de dollars pour célébrer 1 an de pouvoir de Tshisekedi. On verra ce qu'il en est. On parlera aussi du Gabon où Ali Bongo a fait son comeback sur la scène internationale à la faveur d'un sommet de la CEAC. Et puis le Togo, nous allons évoquer la recomposition de la Cour constitutionnelle. Pour parler de ces sujets, ce samedi, je reçois sur le plateau Spero Maoulé, qui est juriste, président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie, le GAD. Spero Maoulé, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Samuel. Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs de votre New TV. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Docteur Paul Paillet, vous êtes historien. Bonjour, docteur. Bonjour Samuel. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci à vous aussi d'accepter notre invitation. Nous commençons avec le Soudan. 1 an de révolution. Les Soudanais ont donné jeudi le coup d'envoi à une journée de festivités à travers le pays pour le premier anniversaire du mouvement de contestation ayant mené à la chute du régime d'Omar el-Béchir au thème d'un règne autoritaire de 30 ans pour rendre hommage aux pionniers de la révolution d'Atbara à 350 km de Khartoum. Un train rempli de centaines de personnes est parti de Bari, près de Khartoum, en direction de la ville ouvrière du Nord-Est qui avait été le théâtre en décembre 2018 des premiers rassemblements après l'annonce soudaine du triplement du prix du pain. On va le voir dans une illustration visuelle et sonore. 1 an après, les Soudanais ont la joie, mais également demandent que justice leur soit rendue. Le reportage. C'est une marche de réjouissance et de victoire pour marquer 1 an de triomphe et de révolution. Ces Soudanais sont à nouveau dans les rues ce 19 décembre à l'occasion du premier anniversaire du soulèvement qui a mis fin au règne d'Omar el-Béchir en avril dernier après 30 ans de règne. En décembre 2018, les premières manifestations avaient éclaté à Atbara ainsi qu'à Port-Soudan et à Noud à l'ouest du pays après l'annonce soudaine du triplement du prix de pain avant de s'étendre par la suite au reste du pays. Selon Amnesty International, au moins 177 personnes avaient été tuées dans la répression de ces manifestations et plus de 250 d'après un comité de médecins proches des manifestants. Nous voulons vengeance pour les martyrs et nous savons que la vengeance ne vient pas du jour au lendemain. Mais nous demandons au gouvernement de hâter les procès pour venger les martyrs. La révolution n'est pas terminée. La révolution prendra fin une fois que nous aurons remporté des victoires. Une fois que nous aurons atteint tous nos objectifs et les objectifs de la révolution soudanaise. Une fois que nous aurons obtenu la justice, la liberté et la paix. Une fois que nous aurons obtenu toutes nos demandes. Après la destitution d'Omar el-Béchir par l'armée le 11 avril, un accord entre l'armée et les contestataires avait été trouvé en août. Un premier ministre civil et un conseil souverain composé de civils et de militaires sont chargés de conduire une transition de 3 ans en vue d'élections libres. 1 an après, la situation est loin d'être parfaite dans ce pays confronté à d'importants défis, surtout économiques. Malgré la levée de l'embargo économique en 2017 par Washington, les États-Unis maintiennent toujours le Soudan sur leur liste noire des États soutenant le terrorisme, ce qui constitue un handicap majeur pour l'économie de Khartoum. Voilà, on vient de le voir 1 an après donc le début de la révolution qui a conduit à la chute d'Omar el-Béchir le 11 avril dernier. Spero Maoulé, il y a 1 an, décembre 2018, lorsqu'on avait commencé par entendre les soulèvements au niveau du Soudan, est-ce que de facto vous vous étiez dit à l'époque ça allait déboucher sur ce qu'on connaît, la chute de Omar el-Béchir? Non, absolument pas. Absolument pas, parce que ça a démarré très timidement. Timidement, en ce sens que ce n'est pas un mouvement qui a pris tout le pays du coup.
Et donc, on se disait que, surtout que c'était dans un but économique en guillemets. Les gens s'étaient énervés parce qu'on a augmenté le prix du pain. Et donc, on se disait quand même qu'il va diminuer le coût et puis, bon, tout va revenir normal et puis la vie va continuer son cours. Parce qu'on sait que le gars, il tient vraiment à son pouvoir, à son fauteuil. Et donc, on se disait qu'il trouverait bien les moyens de régler. Ou au pire des cas, comme à son habitude, il va utiliser la force. Et donc, après 2 jours, 3 jours de tuerie, que ça allait se calmer. Mais c'est compté sans la détermination de la population, c'est compté sans les effets de la faim. Et donc, les gens ont tenu. Et surtout, l'armée a changé de cap. Et je crois que les choses sont allées beaucoup plus vite et beaucoup plus loin qu'on aurait espéré. Nous, on s'en réjouit aujourd'hui. Sûrement pas lui ou sa famille. Mais en tout cas, il était temps que ce monsieur quitte le fauteuil. Docteur Paul Payet, vous aviez eu à l'époque le même sentiment. Vous étiez dit que voilà une révolution qui allait sonner le glas du régime Béchir. Oui, et effectivement, la situation du Soudan en décembre 2018 a surpris un peu parce que c'était au début une grogne sociale à cause du triplement du prix du pain, comme l'a dit mon collègue, et du front social. On a rapidement abouti à un fond politique, c'est-à-dire la question est devenue une question politique, c'est-à-dire le départ de Omar El-Béchir. Effectivement, personne ne l'avait cru, même les analystes les plus avisés ne l'avaient pas cru, compte tenu du caractère ou bien de la caractéristique essentielle de ce régime. C'est l'un des régimes dictatoriaux qui subsistait, voudrais-je dire, encore en Afrique. Et rapidement, comme c'est un régime militaire, lorsque l'armée a lâché Omar El-Béchir, c'est fini, le pouvoir l'a quitté. Et c'est ce qu'on dit souvent, quand vous ne quittez pas le pouvoir vous quittera. Et dans le cas de Omar El-Béchir est emblématique. Et rapidement, le Soudan a basculé, ou bien le Soudan est sur les chemins de la démocratie, avec le gouvernement de transition qui s'est installé, composé de civils et de militaires. C'est vrai que pour la situation au Soudan, l'armée a un rôle déterminant à jouer. Vous avez vu comment l'armée a hésité à laisser le pouvoir. Et la population soudanaise aussi ne s'est pas laissée faire. La population a tenu Dieu, même au sacrifice des vies humaines. Plus de 150 morts, on a parlé de 177 morts, peut-être même plus que ça. Et finalement, cette population a eu gain de cause. Le Soudan est sur les chemins de la démocratie. Alors, comment est-ce qu'on est passé, par exemple, au niveau du Soudan, comment on a réussi à faire ce tremplin entre une revendication purement sociale à des demandes politiques? Non, ça c'est l'historien nous donnera plein d'exemples. Quand vous prenez même Gandhi, je crois qu'il est parti d'un problème de sel, et puis ça a basculé au problème politique. Je crois que même en France, ça a été la même chose. Donc les exemples sont légion. Lorsque vous brimez ou lorsque vous spoliez les droits des populations jusqu'à un moment donné, ça finit par révolter les gens. Les gens sortent pour réclamer leurs droits. Et très généralement, il y a les politiques qui se saisissent et qui donnent une tournure à la chose en disant à la population, oui, mais si vous aviez pris d'autres dirigeants, la chose ne serait pas comme ça, venez avec nous, on va le faire. De façon très subtile pour certains, de façon moins subtile pour d'autres, mais très facilement on récupère le mouvement. Parce que vous savez que les mouvements populaires, ça commence, mais ça va dans tous les sens. Et lorsque ça va dans tous les sens, si ce n'est pas canalisé, on a beaucoup plus de décès que de résultats. Et donc il faut à un moment donné que des leaders d'opinion prennent la chose. Maintenant, si ces leaders-là sont des leaders politiques, le résultat est immédiat. Le pouvoir saute. Mais si c'est des leaders uniquement de la société civile, vous verrez qu'il y a un changement au niveau du pays. Des droits sont acquis, mais la vie continue normalement. Ça, c'est des cas rares. C'est des cas où on a déjà un régime démocratique et qui a un problème majeur, un problème social majeur, comme ça arrive souvent aux États-Unis, où à un moment donné, la population se soulève pour dire ça, on ne veut plus. Et vous voyez que la société civile, y compris même les leaders politiques, se prennent de la chose. Mais là, ce n'est pas à viser de renvoyer le gouvernement. Et donc, après, ça se tasse et la vie continue. Mais là, il faut avouer que la population soudanaise avait eu le ras-le-bol.
Ça fait plusieurs années que Béchir tenait le pays de façon très dictatoriale, avec une religion extrémiste qui l'utilisait à dessein. En réalité, je ne le vois pas véritablement comme un religieux, surtout qu'il ne l'était pas officiellement, mais il l'utilisait bien volontiers pour pouvoir sévir. Et donc, heureusement que la population a tenu. Mais comme on le disait tantôt, l'armée a été vraiment déterminante. Et tant que l'armée, dans ces pays où le pouvoir est fondé sur l'armée, tant que l'armée ne change pas de cap, les choses demeurent et les tueries augmentent. L'Algérie est un exemple. Quand l'armée a dit stop, ça a changé. Même en Tunisie, il a fallu que l'armée dise non. Donc, le tout, c'est l'armée qui joue le jeu. Et les politiques voient comment il faut pouvoir jouer sur ce plateau-là pour pouvoir aider la population, mais prendre en compte la lutte pour en faire une lutte plutôt politique. Alors, oui, je voudrais juste ajouter que l'histoire des révolutions nous enseigne que celles-ci ont toujours démarré par le front social. Parce que partout, quand vous analysez les choses, vous comprenez que la politique est au centre de tout. Oui. Quand sur le plan politique, rien ne va, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, etc., rien ne marchera. Donc c'est ça qui fait qu'il y a une influence forte de ces imbrications-là, sociales, économiques, culturelles, sur le politique. Donc ça qui a fait que le cas du Soudan est là. D'une revendication sociale, on aboutit rapidement à une revendication politique. C'est ça qui fait que vous allez constater que les régimes, les régimes analysent avec une attention bienveillante les questions d'ordre social. Parce que si sur le plan social rien ne marche, rapidement les gens trouvent la passerelle entre le social et le politique. Donc c'est ça qui fait que finalement, vous allez voir que quand il y a un petit problème sur le plan social, les dirigeants politiques s'acharnent surtout dans les pays africains à vouloir rapidement régler le problème. Parce que si on ne le règle pas, du front social, on aboutit forcément au front politique. Est-ce que dans les cas comme celui du Soudan, ce n'est pas un peu le durcissement des régimes par rapport aux contestations sociales qui fait que ça débouche finalement sur ces revendications politiques? Oui, à la première lecture des choses, les dirigeants politiques ne comprennent pas rapidement la dangerosité ou bien l'importance ou bien l'ampleur des questions sociales, des revendications sociales, je veux dire. Donc, quand il y a une revendication sociale, on pense que rapidement, on peut étouffer cette revendication et la vie continue. Oui. Mais c'est sans compter la détermination de certaines populations. C'est vrai qu'ailleurs, on a vu des tensions sociales qui ont été rapidement liquidées, maîtrisées, si vous voulez. Mais on dit souvent vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Ce n'est pas dans tous les cas que les politiques peuvent étouffer les revendications sociales. Et quand les revendications sociales pourrissent rapidement sur le terrain politique, il y a blocage forcément. Donc c'est ça qui s'est passé au Soudan. Parce que Omar el-Béchir est content sur son armée, content sur... Vous savez, le régime soudanais était réputé un régime très dur. C'est l'une des dictatures en Afrique. C'était l'une des dictatures. Bon, fort de cette réputation, le régime Béchir seul pensait que, bon, tout le temps, on peut avoir les généraux avec soi et décider de ce qu'il faut faire. Mais c'est sans compter que le monde évolue. Parce que ce qui s'est passé au Soudan, ce n'est pas seulement l'armée soudanaise qui, à un moment donné, s'est décidé de se désolidariser de son leader, notamment Béchir. À un moment donné, il y a certains canaux qui ont été mis en marche. Et donc, vu un peu l'évolution de la situation politique en Afrique en général et dans le monde, les régimes militaires tendent à s'effacer. Et donc, pourquoi continuer à réprimer un peuple qui est toujours dans la rue? Parce que quand ça a commencé en décembre, on tuait, le nombre augmentait, même la population qui sortait, le nombre augmentait. Donc, vous n'allez pas finir par tuer toute la population soudanaise. Et finalement, les généraux ont pris la bonne décision de se ranger aux côtés du peuple. Alors finalement, quand on regarde, que ce soit dans le cas du Soudan ou tous les pays qui ont connu ces genres de révolutions qui ont amené au basculement des régimes, quand on fait le bilan, que ce soit 1 an, 2 ans, 10 ans après, on a comme l'impression que la moisson est maigre. Absolument pas, absolument pas.
c'est plutôt l'attente que les gens ont qui donne l'impression que la moisson est maigre. Le fait pour Béchir seulement de quitter le pouvoir est une moisson extraordinaire. Le type, si au moins, en tenant tête à la Cour pénale, en tenant tête à la communauté internationale, si au moins il avait une gestion assez claire et fructueuse de son pays, on pourrait comprendre. En plus, les gens avaient faim. Et en plus, il augmente le prix du pain. Donc, il ne faisait rien de bon. Le seul fait qu'il puisse partir était largement une bonne moisson. Maintenant, ça, c'est le quotidien des êtres humains. Les êtres humains, quand ils sont dans une attente, le temps devient un autre problème pour eux. Et ils veulent, dès que le dictateur tombe, tout ce qu'on voulait avoir, on veut l'avoir tout de suite et maintenant. Et ça amène souvent des dérives. Et on tombe souvent dans des dérives qui sont beaucoup plus préjudiciables pour le pays. On a vu même parfois des transitions échouer rien que pour ça. Prenez par exemple le Burkina, où quand on a fait le ballet citoyen, que Compaoré est parti, les premières mesures qui ont été prises n'ont pas été les bonnes. Ça a donné des mécontentements au niveau de l'armée. Et résultat, il y a eu 2 tentatives de coup d'État, si ma mémoire est bonne. Vous prenez d'autres pays comme la Libye, où Kadhafi est tombé, mais aujourd'hui, le pays est dans une zone catastrophique parce qu'on n'a pas su capitaliser correctement les choses et tout le monde voulait. Bon, et c'est là peut-être qu'il faut être encore très très prudent parce que les influences externes ont été extraordinaires en Libye. Mais bon, dans tous les cas, il faut de la patience, il faut préparer les choses posément. C'est en cela que je crois que ce message de patience, les populations ne peuvent pas le comprendre. Ils peuvent le comprendre, les populations peuvent comprendre si celui qui leur adresse le message de patience, c'est celui qui les a conduits à faire changer les choses. Vous voyez, par exemple, et c'est en cela que j'allais dire que la chute de Béchir donne une leçon plus importante qu'on ne l'imagine. Parce que avec cette transition-là qui va pas à pas, qui ne cherche pas à bousculer immédiatement tout ce qui est, on peut aller loin. Si par exemple, dès le lendemain de la chute de Béchir, on se précipite pour l'envoyer à la CPI, on se précipite pour commencer les procès, il y a encore des généraux qui probablement ont des doutes, ils vont se braquer parce que forcément ils vont se sentir menacés et ça va encore dégénérer et on va voir peut-être 2 ou 3 personnes qui vont prendre les armes et aller contre la transition. Mais là, on prend tout le temps, on va posément. Et je me rappelle toujours, je ne l'ai pas oublié, cette phrase que Monseigneur Nikoubdem Bariga a eu à me faire une fois quand on était en train de discuter sur le processus de la justice traditionnelle. Il me disait tout simplement, quand il faut choisir entre la justice et la paix, il vaut mieux prendre d'abord la paix. Et quand vous aurez la paix, vous aurez le temps de faire la justice. Bon, je n'ai pas partagé entièrement à l'époque, mais quand on mûrit la réflexion, je crois que de temps en temps, ce qu'il a dit est tout à fait sensé. Parce que si on ne prend pas le temps d'asseoir la paix dans un pays comme le Soudan, où il y a beaucoup de tribus, beaucoup d'ethnies, qui sont armés et qui peuvent à tout moment flancher et faire basculer la transition, on serait encore reparti dans une incertitude qu'on ne pourrait pas maîtriser. Là, on prend tout le temps, on va posément, on fait les choses pas à pas et je crois que s'ils continuent sur ce point-là, sur ce plan-là, sur ce chemin-là, à court terme, ils vont asseoir une meilleure base démocratique. Et donc, les élections, et surtout qu'ils ont pris 3 ans pour faire ils ont demandé 3 ans pour faire la transition. Je crois qu'après 3 ans, s'ils font bien les choses, si l'économie commence par suivre avec, ils peuvent avoir une des meilleures démocraties en Afrique. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quand vous regardez un peu l'histoire des révolutions, que finalement, les aspirations populaires sont un peu trahies après? Non, Samuel, en réalité, les aspirations populaires ne sont pas trahies, parce que je vais m'amuser un peu pour me faire comprendre. 30 ans de dictature, c'est 100 ans de recul. Oui, Béchir a régné sur le Soudan pendant 30 ans. Son départ, l'après-Béchir, l'après-immédiat Béchir ne peut jamais donner les fruits escomptés. Donc, le développement
ou bien oui, le bonheur, c'est un processus. C'est un processus, donc les Soudanais ne devaient pas se sentir trahis par cette révolution, et surtout qu'on a installé, après le départ de Béchir, un gouvernement de transition un peu hétéroclite, parce que tout peut basculer à tout moment, donc il faut faire vraiment attention, comme l'a dit mon collègue. Le Soudan, c'est un vaste pays. Il y a des questions politiques, des tensions politiques qui sont encore latentes. La question du Darfour est là. Tout à l'heure, dans le reportage, on nous dit que les sanctions économiques ont été levées, mais le Soudan est encore sur la liste des pays soutenant le terrorisme. Et quand un pays est sur la liste soutenant le terrorisme, vous voyez toutes les restrictions économiques, diplomatiques et autres qui suivent. Donc les populations soudanaises doivent avoir beaucoup de patience, parce que c'est un gouvernement de transition qui doit travailler pendant 3 ans. Et qui dit transition, un gouvernement de transition ne développe pas un pays. Un gouvernement de transition est chargé de préparer les bases d'un bon départ. Donc je me dis que le Soudan n'est qu'au début de son ascension vers le développement. Donc les aspirations ne sont pas encore trahies. C'est vrai, vous le dites, un gouvernement de transition ne développe pas un pays, mais moi je m'amuse chaque fois que j'aborde le sujet du Soudan à poser cette question. Tout est parti du triplement du prix du pain. Oui. À l'heure où nous parlons, le pain est toujours au prix Béchir, mais plus personne ne demande ça. Oui, c'est ce que nous disons souvent en histoire. Ce qui s'est passé au Soudan, le triplement du prix qui a servi d'élément de contestation n'est qu'un prétexte. C'est un prétexte parce que en réalité, sous ces revendications-là, se cachaient des mobiles politiques. Et généralement, quand les populations voulaient se soulever au Soudan à partir des mobiles politiques, rapidement, la répression a été féroce. Donc, c'est ça qui a fait que les gens se sont cachés sous des revendications sociales, et quand ils ont trouvé la faille, ils ont commencé à poser la question du départ de Omar el-Béchir. Et c'est ce qu'ils ont tenu, ils ne l'ont pas lâché. Donc, le prix du pain est resté là. Mais personne n'en parle. Les gens achètent le pain. C'est pourquoi ils disaient que c'est un prétexte. En histoire, quand nous analysons surtout les faits politiques, nous appelons ça le prétexte. C'est un prétexte. Mais en réalité, c'était des revendications politiques qui couvaient. Donc, c'est ça la réalité quand on analyse les questions politiques, surtout avec le recul de l'histoire en histoire. Si tu permets, moi je crois que l'historien l'a appelé le prétexte, moi je l'aurais appelé le fait déclencheur. Voilà. Mais attention, ça j'allais le dire tout à l'heure, il faut faire attention avec cette notion de spontanéité des actions sociales aussi, qui n'est pas toujours une spontanéité. Parfois, c'est des spontanéités guidées. Vous prenez, par exemple, l'affaire de Gandhi. Au fond, on a eu l'impression qu'on a eu le ras-le-bol une fois et tout s'est déclenché. Non. Il y a eu une préparation psychologique pendant un certain moment. Et dès que le triplement, ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être juste une simple décision de Béchir dans un autre domaine. Mais l'avantage, quand vous prenez le domaine social, c'est que l'adhésion, elle est large. Tout le monde est concerné par l'affaire de pain, comme tout le monde était concerné par l'affaire de sel. Si, par exemple, Béchir avait interdit quelque chose aux hommes, ça fait une partie de la population, les femmes, qui ne se sentiraient pas impliquées, donc ça n'aurait pas donné le même élément. Mais là, le pain, tout le monde sait qu'on a besoin de pain. Et donc, du coup, quand on pousse un peu sur le bouchon, tout le monde se sent, et même ceux qui n'ont pas envie de prendre ça comme un problème politique, se sentent dans leur élément parce qu'ils défendent le pain. Et donc, c'est pour ça que ça va comme ça. L'autre élément que je voulais souligner, toujours dans l'intervention de mon collègue tout à l'heure, c'est quand il parlait de la transition. Je pense que la transition est une période extrêmement délicate, où quand les gens qui pilotent la transition ne savent pas faire les choses de façon patiente, forcément le problème se retourne contre tout le processus. Et lorsque ceux qui sont évincés du pouvoir ne sont pas loin et ont encore les moyens de se réarmer et de revenir, ils reviennent, mais là, ils reviennent vraiment pour plus longtemps. On a connu, par exemple, des pays dans lesquels, au lieu de faire une transition douce, on a voulu faire raser complètement ce qui existait. On a pris des décisions à l'encontre même de certains généraux qui ont été enfermés immédiatement. Cela a fait que... Parce que n'oubliez pas, le dictateur, il a des gens qu'il aide. Et ces gens-là ne sont pas forcément en nombre très, très infime.
Donc il y a ces gens-là qui peuvent avoir du pouvoir et qui vont chercher à restaurer ce qui est enlevé. Donc je crois que c'est très important de souligner que la transition soudanaise, pour ma part, je crois qu'elle va au bon pas. Notamment, par exemple, nous, au niveau des droits de l'homme, on peut se satisfaire déjà du fait qu'on ait restauré un peu le droit des femmes, qui ont maintenant commencé par reporter le pantalon. Les femmes y tiennent beaucoup. Je crois que c'est un des attributs de l'émancipation. Donc déjà, ça c'est une petite victoire. Les femmes ont un peu plus de droits qu'avant parce que Béchir avait franchement martyrisé les femmes. Au-delà de tout ce qu'il a fait de mal aux hommes, il l'a vraiment fait pour les femmes. Ça c'est un bon point. Bon, maintenant, c'est vrai que nous attendons toujours que Béchir lui-même soit traduit devant la justice, ou de son pays, ou alors à la CPI. Ça fait partie de la question que je voulais vous poser. Et là, j'interroge le défenseur des droits de l'homme que vous êtes. Quand on regarde le Soudan aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas un peu précipité d'évoquer la question de son transfert vers la CPI pour les cas les crimes commis dans le Darfour et tout cela? Ma réponse aura deux sens. Le premier sens, c'est l'intérêt du pays. Et le second sens, c'est l'intérêt de la justice. Alors, dans l'intérêt du pays, je crois qu'il serait trop tôt d'envoyer Béchir à la CPI. Surtout que, normalement, la CPI a compétence subsidiaire. C'est quand, lorsque dans votre pays, vous n'êtes pas capable de pouvoir juger, qu'on peut être obligé d'envoyer à la CPI. Je crois que aujourd'hui, Béchir étant en position de faiblesse, on peut le juger dans son propre pays, sans forcément avoir une justice non équitable. On peut toujours faire une justice équitable, dire le droit. Je crois que même si on est très équitable avec Béchir, il prendrait au minimum une trentaine d'années en prison. Donc ce n'est même pas la peine de chercher à l'envoyer à la CPI. On peut bien le juger chez lui et l'affaire. Mais quand, et c'est là où il faut parler de l'intérêt du pays, je crois que si on se précipite pour juger Béchir aujourd'hui, Béchir sera obligé de lâcher un certain nombre d'informations qui auraient le contre-coup contre même certaines personnes qui sont dans la transition. Parce que la transition, il y a, je crois, 5 militaires qui sont dedans, mais il y a quand même 6 civils. Mais ces 6 civils-là, ce n'est pas des gens qui sortent de l'inconnu. Donc, eux aussi, ils ont pris part à un certain nombre de choses. Donc, je crois que les informations lâchées dans un procès aujourd'hui, ces informations-là peuvent déstabiliser le pays. Mais dans tous les cas, on n'a pas à s'inquiéter. Béchir est en prison. Ça, c'est déjà un acquis. C'est vrai que ces avocats, normalement, doivent chercher plutôt à ce qu'il soit jugé très rapidement et normalement. Mais je crois que lui-même, Béchir, il a intérêt à ne pas dire qu'il faut le juger rapidement parce qu'il sait qu'un jugement, quel que soit le pays qui le rendra, sauf si c'est un mauvais jugement, ne lui donnerait pas moins de 30 ans de prison. Maintenant, n'oublions pas non plus que le mandat d'arrêt contre Béchir était international, et depuis longtemps. Et aujourd'hui, je crois que c'est parce que Donald Trump lui-même a d'autres soucis. Sinon, c'est un des éléments qu'il peut utiliser pour demander à lever l'embargo des États-Unis. Il peut demander au Soudan, comme gage de bonne foi, qu'on peut l'enlever, que Béchir soit envoyé à la CPI. Bon, d'abord, les États-Unis ne regardent pas la CPI. Et ensuite, Donald Trump lui-même a suffisamment de problèmes avec son propre pouvoir. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, au moins, prenons le temps. Il est en prison, prenons le temps d'assainir les choses. Il faut reconstruire la justice soudanaise, qui est mal en point, évidemment. Et après ça, on peut commencer par faire les procès. Alors, ici, je vais peut-être vous demander à l'historien, là, c'est l'historien que j'interroge. On a vu, par exemple, quand on prend la Révolution française, après, on est arrivé au point où on a même décapité le roi. Est-ce que les révolutions sont obligées de finir comme ça, où celui qui incarnait le pouvoir soit livré? Non, je ne crois pas que la même situation peut se reproduire partout. C'est-à-dire qu'à chaque révolution, c'est réalité. Et ce qui se passe au Soudan, je crois que, comme il le dit, Béchir n'a plus de force. Béchir est en prison, il est réduit à lui-même. Et on n'a pas besoin forcément de le livrer à la CPI. D'abord, moi, je suis très souverainiste. Je n'aime pas l'immixtion de l'extérieur dans les affaires internes. À partir du moment où les Soudanais peuvent être capables de juger Omar el-Béchir, je crois qu'ils doivent prendre le temps nécessaire pour le faire. Et ils ont commencé, il y a une procédure
judiciaire qui a abouti même à une condamnation à 2 ans pour corruption. C'est des petits trucs comme ça, il faut commencer là. Corruption, 2 ans de prison. Oui, je rejoins ce que Spero même m'a dit tout à l'heure, que la population et les autorités soudanaises doivent prendre le temps de juger Béchir en temps opportun. Maintenant, si rapidement on l'a jugé pour une affaire de corruption, pour lui donner 2 ans, c'est un signal quand même à l'endroit de la population que les nouvelles autorités sont dans la dynamique de réparation. Il faut que Béchir réponde de ses actes, et les actes qu'il a commis sont nombreux. On l'a accusé de génocide, de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Corruption, c'est un premier pas. Peut-être dans la deuxième année de transition, on va sortir les affaires de peut-être génocide contre lui. Et progressivement, la population se sentira à l'aise que voilà, notre révolution quand même a abouti à la condamnation de celui qui nous opprimait. Maintenant, si on le condamne et après, il demande pardon, il fait ses mea culpa, comme on le dit en politique, et qu'on le pardonne, et que la société, et que ce pardon-là peut être synonyme d'unité du Soudan pour aller de l'avant, je crois que c'est une bonne chose. On n'a pas forcément besoin d'exécuter ou bien de liquider, d'anéantir l'ex-dictateur ou bien l'ex-oppresseur. Et c'est pourquoi je dis, je ne suis pas partisan de l'oppression, bien sûr. Moi, je suis historien, j'analyse les cas selon les différentes situations. Révolution française, on a décapité le roi et tout le monde était content. Mais est-ce que c'est encore d'actualité? Je crois que même à l'époque, quelques temps après, il y a eu une contre-révolution. La révolution a montré ses insuffisances et les gens ont regretté franchement d'avoir décapité le roi. Voilà, Robespierre est venu instaurer une période de dictature encore. Donc pour dire que en réalité, à chaque situation, ailleurs, on a renversé des oppresseurs et on les a liquidés et puis c'est fini, ça a marché. Mais est-ce que c'est partout la même chose? Donc je crois que ce qui se passe au Soudan, le gouvernement de transition est sur la bonne voie. Je crois que progressivement, il faut juger Omar El-Béchir comme ça, et peut-être lui-même, s'il a la conscience de ce qu'il avait fait comme mal au peuple soudanais, s'il demande pardon, je crois que le pardon, comme il a dit, il faut d'abord la paix et ensuite la justice. Donc, tout peut marcher. Le deuxième sujet de ce samedi, la République démocratique du Congo. Les autorités congolaises ont annoncé jeudi avoir prévu un budget de 6 millions de dollars, soit 4 milliards de francs CFA, pour fêter l'an 1 de l'arrivée au pouvoir en RDC de Félix Tshisekedi, suscitant les critiques de l'opposition. Le 24 janvier, la RDC commémore l'an 1 de l'alternance démocratique et pacifique au pouvoir intervenu dans notre pays, a annoncé André Kabanda Kana, ministre auprès du président de la République, lors d'une cérémonie officielle. Le gouvernement a arrêté un budget de 6 millions de dollars pour les festivités. C'est ce qu'il a déclaré à la presse, ajoutant que le trésor public et les sponsors vont les financer. L'opposition réagit vigoureusement. Le porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, parle d'actes totalement incongrus. C'est une gabégie effrénée des ressources publiques. Adolphe Mouzito, qui est actuellement à la tête, l'ancien Premier ministre à la tête de la principale branche de l'opposition, dit que c'est une comédie, c'est une folie. Spero Maoulé, vous comprenez un peu les levées de boucliers contre cette annonce, ou bien il faut dire que les Congolais ont aussi le droit de célébrer un an de transition, enfin de passation pacifique, démocratique du pouvoir? Je crois qu'en réalité, c'est Tshisekedi qui a mal négocié sa chose. En termes de gouvernance, il n'aurait pas pu dire qu'il va débloquer 6 millions pour célébrer. Parce que actuellement, tout le monde sait qu'ils sont en récession économique. Donc, ça ne peut pas se justifier. Je crois qu'il a eu un problème de communication. Ce n'était pas les bons termes à utiliser. N'oublions pas que Tshisekedi est dans une posture très difficile. Il est président, c'est vrai, mais un président contesté parce que après les élections, il ne semblait pas être le candidat qui devait être, qui était en tête. Et donc, des gesticulations ont été faites dans le temps. Ensuite, il y a eu les législatives qui sont venues et le clan Kabila a la majorité à l'Assemblée. Et donc, du coup, il est un président affaibli. Et donc, je crois qu'il voulait utiliser cette année et cette histoire d'alternance-là pour se
redonner un peu plus de poids et faire un peu d'alliance avec l'opposition à Kabila en réalité. Je crois qu'il voulait remobiliser une opposition à Kabila en mettant derrière lui la traditionnelle opposition contre Kabila et cette population qui a toujours envie de tourner la page à l'ère Mobutu et succession. Et donc je crois que c'était l'idée à la base, mais sauf que l'annoncer en disant nous débloquons 6 millions pour faire la fête, même si après le porte-parole a dit que ce n'est pas une fête du genre on va boire, on va manger, mais qu'il y a des activités de reconsolidation de la paix, tout ça là. Je crois qu'il aurait dû plutôt disséminer les 6 millions de façon progressive dans plutôt des activités de reconsolidation du tissu social. Mais c'est vrai que si dans un budget, on voit apparaître des montants comme ça pour dire on veut reconsolider la paix, les gens de Kabila aussi sont prudents, ils vont dire non. Et donc il a pensé, si je dis fêtons l'alternance, les partisans de Kabila vont dire ok, c'est nous qui avions accepté l'alternance, donc c'est une fête pour nous. Les autres vont dire c'est nous qui avons obtenu l'alternance, c'est une fête pour nous. Et ça peut passer facilement. Mais sauf que la communication n'a pas été, à mon sens, à la hauteur de la chose. Et finalement, tout le monde rejette ça. Et c'est tout à fait normal. Les gens ne peuvent pas avoir faim. Vous dites que vous dépensez 6 millions pour la fête. Docteur Paul Paye, est-ce qu'il y a dans la RDC d'aujourd'hui opportunité à célébrer un an de passage démocratique du pouvoir? Oui, c'est normal, tout à fait louable qu'on célèbre l'alternance en RD Congo. Mais ce qui est gênant, c'est le faste avec lequel on veut faire la chose, en faisant un budget très énorme que moi je trouve exorbitant d'ailleurs, parce que si on revisite l'histoire de la RDC depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, les Congolais n'ont jamais connu le bonheur. Mobutu est passé par là, et Kabila père est passé là, Kabila fils est venu. Aujourd'hui, moi je ne veux pas revenir sur les conditions dans lesquelles Tshisekedi a pris le pouvoir, parce que tout le monde le sait, mais célébrer cette alternance avec autant d'argent alors que il y a des défis énormes qui attendent les Congolais, je crois que c'est une erreur. C'est vrai, mon collègue a parlé d'un problème de communication politique. Peut-être on aurait pu le dire autrement. Aujourd'hui, on ne sait pas à quoi serviront les 4 milliards. Peut-être on va lancer des projets de reconstruction de routes, de chemins de fer, je ne sais pas. Mais il y a un problème de communication également, parce que annoncer avec enthousiasme qu'on veut célébrer l'alternance avec 4 milliards dans un pays pauvre où il n'y a pas de route, les universités, excusez-moi de commencer par là, les universités en RD Congo ne sont pas bien loties. Il y a tous ces éléments. Le Congo est dans un état de délabrement total. Moi, je crois que Tshisekedi aurait pu peut-être célébrer cette alternance avec plus de modestie. Et surtout, il a un problème de consolidation de son pouvoir, parce que les conditions dans lesquelles il a accédé au pouvoir, tout le monde le sait. Et moi, je crois que s'il fêtait cette alternance sous le signe de la modestie, c'est-à-dire plutôt penser à comment mettre la population à l'aise, mettre cette célébration sous ce signe-là, il gagnerait en légitimité que d'annoncer des tonnes de milliards pour célébrer une alternance. Et puis, laquelle? C'est vrai, on a Tshisekedi au pouvoir aujourd'hui, mais est-ce que c'est le Tshisekedi réel? Vous voyez, un président qui est là, mais qui n'a aucune majorité au Parlement, ça pose d'énormes problèmes. Je ne sais pas comment il va s'en sortir si les autres veulent vraiment jouer leur rôle d'opposition. Alors justement, il y a cette Kikouni qui était candidat à la dernière présidentielle, qui réagissait dans un tweet. S'ils tiennent à nous prouver à tout prix qu'il y a eu alternance, c'est parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'il n'y a eu rien de tel. Pour nous, le 24 janvier marquera désormais le jour où le FCC a débarrassé l'opposition de ses maillons faibles, UDPS et UNC. Alors, au-delà maintenant de l'annonce, lorsqu'on veut faire une célébration sur cela, il a dit que les chefs d'État de la sous-région, ainsi que les amis de Tshisekedi et ceux de Joseph Kabila seront conviés.
c'est quoi le contenu de cette célébration? Qu'est-ce qu'on met dedans, en fait? Non, en réalité, il veut avoir l'appui international et avoir l'appui national. Sauf que, comme je le disais tantôt, il s'est pris très mal. Je ne sais pas pourquoi il veut forcément se positionner pour un second mandat. Parce que sa démarche montre qu'il veut plutôt obtenir un second mandat. Il veut plaire pour pouvoir rester. Or, il gagnerait plutôt à oser. Oser faire quoi? Moi, je crois que s'il avait pu prendre plutôt la moitié ou même le quart de ces 4 milliards-là pour essayer de voir comment faire des états généraux, pour revisiter même la constitution du pays, et on aurait gagné. Vous voyez, le Zaïre est un pays extrêmement riche et extrêmement pauvre à la fois. Riche en ressources humaines, en ressources minières, riche en ressources humaines en réalité, parce que c'est une population jeune. Mais malheureusement, c'est un problème de gouvernance qui se pose. Mais ce problème de gouvernance est peut-être lié aussi à la constitution de ce pays-là. Est-ce qu'on a forcément besoin... Les gouverneurs, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que le pouvoir qu'on leur attribue, est-ce que c'est la meilleure démarche à faire? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de changer, par exemple, le pays en un pays fédéral? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'avoir, par exemple, un pays où on va faire le système de la gestion suisse, où les gouverneurs se succèdent à la tête du pays, mais qu'au niveau de chaque État, on fasse de vraies élections. Donc voilà, peut-être qu'il faut lancer l'idée là comme ça et voir comment faire pour que les pays, enfin les territoires de la RDC, qui sont plus pauvres en ressources minières, soient alimentés par ces régions qui sont plus riches. Donc voir comment arriver à changer ça. Ensuite, obtenir une réconciliation réelle. Je crois que faire une réconciliation, ça ne se décrète pas. C'est des petites choses qu'on essaie d'initier pour que les gens se sentent à l'aise. Alors, faire une fête, quel que soit ce que vous mettrez dedans, ça ne donnerait pas le résultat qu'il faut. Mais ça donnerait peut-être pour résultat de montrer que voilà quelqu'un qui a le soutien des autres chefs d'État. Et donc, ça nous protège, entre guillemets. Ou alors montrer que, voilà, il dit qu'il y a eu alternance. Donc, il y a eu vraiment alternance. Suivons-le pour pouvoir lui donner les moyens d'aller à l'encontre de Kabila. Et comme ça, il serait consolidé, il peut encore prendre... Je crois que c'est plutôt des visées électorales. Justement, s'agissant de Tshisekedi, depuis un an qu'il a pris le pouvoir, on ne voit pas trop ce qu'il fait d'extraordinaire. Il a enterré son papa avec Fast, c'est aussi des milliards qui ont été dépensés. Là, il s'apprête encore à dépenser d'autres milliards. Mais le contenu de l'alternance, il n'y a encore rien dedans. Oui, c'est pourquoi moi j'ai dit tout à l'heure que c'est une alternance de pacotille. Parce qu'on sait comment il est arrivé au pouvoir avec l'appui de la communauté internationale, parce qu'il était juste question que Kabila ne soit pas là, mais toute la machine Kabila est encore là. Et donc, effectivement, son action n'est pas encore visible. Parce qu'un an dans un Congo vaste, 10 fois la France, je crois que normalement, Tshisekedi aurait pu mesurer la taille et l'ampleur de la tâche qu'il attendait. Et donc, comme il a dit tout à l'heure, le Congo, il faut revoir tout, revisiter la Constitution. Vous voyez comment un État très vaste, 10 fois la France, dirigé par quelqu'un, quelque part, un pays unitaire, c'est quand même un peu compliqué. C'est vrai, moi, je ne connais pas trop les pouvoirs qui sont dévolus aux différents gouverneurs, mais on a comme l'impression que c'est un pouvoir qui est centralisé à Kinshasa. Et vous voyez, la question de l'Est, là, est encore pendante. L'insécurité qui est là, les populations qui crient, qui même se révoltent contre la présence onusienne. Tout ça, là, sont des problèmes que Kabila doit régler. Un an, on n'a pas vu Kabila. Là où on l'a vu, c'est l'enterrement de son père, puisque son papa a tant lutté, il n'a pas pu être président. Tshisekedi. Oui, Tshisekedi, pardon, a beau lutter dans l'opposition, il n'a pas pu être président. Le fils est venu. Donc il faut que le fils montre que, bon, papa a tant lutté, bon, maintenant moi je suis devenu président, je récolte les fruits de papa. Mais il n'a pas le pouvoir. Voilà, ce qu'il a, c'est le fauteuil présidentiel. Il n'a pas la réalité du pouvoir, comme il le dit. Donc c'est ça qui fait que, finalement, son action n'est pas visible. Et puis, j'ai l'impression, quand on suit les réactions au niveau de l'opposition, qu'il a réussi à liguer ses anciens camarades de l'opposition contre lui. Oui,
parce qu'il n'a pas le pouvoir. Ce sont les gens de Kabila qui continuent de faire la pluie le beau temps. Et à chaque fois, vous voyez que quand il veut prendre certaines décisions qui peuvent être interprétées comme une décision souveraine venant de sa part, rapidement, les gens de Kabila le menacent. Et soit il fait volte-face ou bien il essaie de jouer à la conciliation, mais ça ne marchera pas toujours. Parce que il y a une chose, la façon dont on vient au pouvoir compte beaucoup dans l'exercice de ce pouvoir. Et c'est ce qui arrive à Félix Tshisekedi. Nous allons maintenant partir à la pause. C'est une dizaine de minutes pour suivre le journal à la mi-journée et on sera de retour pour continuer la seconde partie.